Donc, dans la nouvelle Le Revenant, tirée du premier livre de Jean-Charles Harvey, paru en 1929, un étrange recueil de nouvelles païens, du propre aveu de l'auteur, on rencontre un personnage bien connu dans l'imaginaire québécois, Maria Chapdelaine. La belle Maria erre à Péribonka et tombe sur un autre personnage connu, l'auteur du roman Maria Chapdelaine, Louis Aymon lui-même. Aymon, de retour après des années au pays de Québec, comme il en a consacré l'expression, s'étonne des changements qui ont été apportés à l'endroit. Dabbé, le jeune frère de Maria, conduit une belle grosse Ford. Qu'est donc devenu Charles Eugène, le cheval familial? S'étonne le romancier. On m'a gâché mon pays de Québec, lâche-t-il finalement. À quoi se pose Maria, qui voit dans le progrès la quête naturelle de bien-être qui détermine le genre humain. Mais Louis Aymon ne démord pas. Je hais le progrès pour sa banalité, dit-il. Sur cette terre, il n'y a que le passé qui soit nouveau, parce que le passé est toujours ce dont on ne se souvient pas. La suprême originalité est de le révéler. Et de là, évidemment, le personnage Louis Aymon avoue ne pas avoir vu les usines et les chemins de fer qui déjà apparaissaient lors de son séjour au Québec au début des années 1910. Il ne les a tellement pas vus qu'incidemment, il périt en 1911, fauché par une locomotive. Je n'ai pas voulu voir, dit-il, le progrès matériel au Canada. Je le fuyais comme on fuit un mal. Je croyais avoir trouvé ici la nature dans ce qu'elle a de plus souffrant, de plus mélancolique, de plus conforme à mon tempérament et à mon spleen éternel. Cette nouvelle a un statut particulier dans le recueil d'Harvey. D'abord, elle exhibe une force en puissance qui traverse le livre, à savoir une tension entre le passé et le futur, entre le repli et l'union. Penser le futur chez Harvey consiste précisément à penser contre la nation et la race, penser des gouvernements planétaires, penser l'espace sans distance. Ensuite, ce texte me semble déterminant dans l'économie du recueil en ce qu'il souligne un discours sur la littérature, où se devine une sorte de dialectique entre la position de Louis Aymon et la position de Maria, entre la description d'un monde voué à l'oubli ou le rejet pour cause d'immoralité d'un tel conservatisme. Il s'agirait alors de faire de la misère une vertu, clame Maria Chapdelaine. Le futur est union, le passé aliénation, comprend-on de cette analyse rapide. La nature espérée par Aymon est la vertu de la misère. La culture qu'embrasse Harvey dans son recueil, à l'aide de références scientifiques, mythologiques et littéraires, est la vertu du progrès en marche. Ma communication s'attendra à traquer chez Harvey surtout les fantasmes déconvenus de l'anticipation dans son recueil L'homme qui va. Cette lecture va s'accompagner en mineur d'une lecture du recueil Monde chimérique de François Hertel, paru en 1940. Ce recueil, ce dernier recueil de Hertel, oppose le réalisme français à la féerie anglaise. Et il s'organise sur un nœud conflictuel qui est semblable à celui qu'on voit chez Harvey, qui exhibe donc une nette préférence pour la féerie contre le réalisme, donc pour l'anglais contre le français. Comme je préfère Huxley à Proust lui-même, s'exclame le narrateur de Monde chimérique, Charles Lepic. Le livre, à cet égard, travaille à prouver géométriquement, nous dit le narrateur, la supériorité du rêve sur le réel. Entre le passé et le futur comme progrès, entre le réel et la féerie, la nature et la culture, un nœud conflictuel, le même, prend place dans les œuvres d'Harvey et d'Hertel. Je travaillerai à en expliciter les tenants et aboutissants, un peu mécaniquement sans doute, en me penchant sur ce que permet le motif anticipatoire dans ces textes. Je vais avancer en 3 temps dans ma réflexion, d'abord en abordant le motif de la distance, pour penser ensuite sur le motif de l'invention et terminer par l'esprit fantasmatique d'une totalité, qui symboliserait le futur. Je tenterai par là de bien faire comprendre que les livres d'Harvey et d'Hertel, dans leur usage étonnant de l'anticipation, un genre qui a très peu de tradition au Québec, disent un conflit entre le passé et le futur, ou plus simplement entre la tradition et le progrès. Enfin, entre le particulier et l'universel. C'est le dernier d'eux auquel j'en arriverai en conclusion. Donc, commençons avec la distance comme motif chez Jean-Charles Harvey. Je ne crois pas me tromper en disant que franchir des distances reconnues infranchissables, entre notre planète et Mars par exemple, ou entre notre époque et une autre époque, ou franchir des distances à une vitesse inouïe, c'est la téléportation, ou dans les textes qui m'intéressent, une sorte de télétransmission, constitue un désir anticipatoire plutôt commun. Chez Harvey, cependant, ce merveilleux franchissement de distance s'accompagne volontiers de pas de côté. Ainsi, la nouvelle éponyme de L'homme qui va, ouvrant le recueil, raconte l'errance d'un idiot de village, en quête d'une femme dont il est énamouré jusqu'à l'agresser, comprend-on. Dans ce récit, campé dans le bon vieux terroir québécois, on trompe cet idiot, nommé Tristan Bonhomme, en lui assurant que sa belle est partie vers l'ouest.
Or, en bon idiot du village, il va marcher 40 ans vers l'ouest, atteignant le lac Jaspers en Alberta, où il va s'effondrer après avoir cru apercevoir sa belle qui l'aura poursuivi toute sa vie. Et avec ça, parce qu'on est chez Jean-Charles Hervé, vous allez voir, ça revient, il vient une belle morale. Donc, se trouve dans cette quête illusoire de Tristan Bonhomme, toute l'humanité aveugle et errante. L'humanité qui va dans les siècles sans jamais reculer, sans savoir où elle aboutira demain. C'est ici que se termine la nouvelle. À l'égal de la nouvelle Le Revenant, qui souligne la bêtise de la permanence du passé, qui représente ici Tristan Bonhomme, marchant inlassablement ses kilomètres durant des années pour une quête illusoire, à l'aveugle, il semble y avoir une dénonciation du conservatisme qui gaspille des vies, et par là, qui gaspille l'humanité, dans la redondance et dans l'illusion. Or, et voilà comment la distance rend la question intéressante, il me semble. Une autre nouvelle, tragiquement intitulée Radiodiffusion sanglante, reprend un peu la structure de L'homme qui va. Georges et Germaine se marient à Québec en 1940. Je rappelle, le recueil est paru en 1929, donc on est en anticipation. Georges et Germaine s'aiment, évidemment, mais Germaine tombe malade. Et un médecin consciencieux lui prescrit un seul traitement qui lui permettra de survivre, partir à Banff, dans les Rocheuses. 15 heures de vol, sans répit, les séparaient désormais. Ce qui devait arriver arriva. Germaine s'amourage d'un Américain de Seattle, John, et écrit à Georges que tout est fini entre eux. Sauf que Georges, en ce temps de progrès, ne peut se contenter d'une lettre. Je cite le texte. Il se résolut de la revoir, et tout de suite. À la portée de sa main, un appareil de radio-photo-téléphonie lui permettrait de regarder Germaine dans les yeux quelques minutes après l'appel. Il donna nerveusement le signal. Il attendit un quart d'heure devant l'écran qui allait lui transmettre l'image de l'infidèle. Les images de Germaine qui parvinrent à Georges l'atterrèrent. Il vit John toucher sa douce. Horrifié, il commet l'irréparable. Georges portant à son front un instrument minuscule. Germaine entendit une détonation et vit du sang qui coulait sur un visage. Ce suicide redouble donc la mort de Tristan Bonhomme dans sa quête de 40 ans de celle qu'il aimait. À ceci près que Georges peut voir les vues de son cœur tout de suite, 15 minutes plus tard, du moins. Cette nouvelle aussi s'accompagne d'une morale de circonstance. Cette année-là, déjà, on pouvait, à 3000 milles de distance, voir souffrir et mourir. Le progrès n'avait pas diminué d'une goutte la mer infinie des douleurs morales. Donc, encore une fois, une morale qui termine sa dernière phrase de la nouvelle. Entre la marche aveugle de l'humanité et la capacité de voir l'être aimé dans la distance, il n'y aurait donc pas de changement moral majeur. La souffrance, toujours la même, est ressentie. Tristan, comme Georges, sont trompés. Une autre nouvelle donne les clés de cet amour vers l'ouest. Car en effet, on peut s'étonner de cette redondance qui fait s'achever les romances en Alberta. Le grand mythe américain de la conquête de l'Ouest, appliqué à la littérature canadienne, perd en épopée ce qu'elle gagne en fédéralisme, révélant des drames coast to coast. Cette grande bouchée de territoire, c'est parfaitement la pensée d'Harvey, auteur d'un « Pourquoi je suis antiséparatiste » bien senti. Mais la nouvelle L'Étoile, il me semble, dépasse ce lieu commun canado-américain. Dans ce texte, Kathleen Murphy vit à Charlevoix, donc dans la profonde province de Québec, et espère devenir une star hollywoodienne. Elle a un ami de cœur temporaire, le docteur René Jasmin, qu'elle abandonne vite dès lors que les portes du grand cinéma s'ouvrent à elle. Elle devient une star, en effet, et René Jasmin est fou de tristesse. Vers la fin de la nouvelle, René apprend de folles rumeurs selon lesquelles la grande étoile hollywoodienne, sa belle Kathleen, se serait amourachée à Hollywood d'une autre vedette. Une invention prodigieuse permet à René de voir sa Kathleen depuis son salon, assis sur son fauteuil. Voici la description de l'appareil. On vient de donner la dernière main à la prodigieuse invention du radio-ciné parlant. L'image visuelle se transmettant par les airs à l'égal des sons, on combine parfaitement dans les appareils récepteurs d'ondes la photographie animée et la vibration sonore. À cela s'ajoute la reproduction exacte des couleurs. Ensemble admirable, longtemps cherché, qui réalise un effort séculaire et qui, en dépassant tous les arts de l'histoire humaine, est l'une des plus belles fleurs de la civilisation. Et la narration ajoute aussitôt: dans chaque maison, le drame et la comédie entrent vivants, complets et passionnants. Devant ce progrès, les vieilles pièces théâtrales, telles que représentées dans le passé, ont pâli. René Jasmin voit donc depuis le fauteuil de son salon sa belle Kathleen embrasser un acteur américain. Seul chez lui, c'est la fin de la nouvelle, il s'effondre en sanglots. Donc ce texte, et je dis, donne les clés de l'amour vers l'Ouest.
La distance parcourue à pied vers l'être aimé, ou encore par une technologie de communication, ou encore par un procédé médiatique révolutionnaire, dit quelque chose d'un rapport à l'autre, à la communauté, et dans la politique d'Harvey, à l'humanité. Ce que révèle la nouvelle L'Étoile, c'est la proximité que le progrès permet, la proximité entre les êtres et entre les cultures. Dans la description du radio-ciné parlant, comme dans celle de la radio-photo-téléphonie, nous avons des émotions non pas distantes, mais dramatiquement proches. Le drame et la comédie entrent vivants dans chaque maison, dit-on. Mais ceux-ci viennent d'une culture centrale, qui est belle dans son humanité, Hollywood, évidemment, à l'égal de la grande culture gréco-romaine, très importante dans ce recueil païen. Ici, une autre nouvelle qui s'intitule « Sous les flèches d'Eros » raconte comment Cupidon chasse pour l'amour dans les grands jardins de l'humanité. Ou une autre nouvelle très longue, Hélène au 25e siècle, raconte l'Iliade à sauce science-fictive. Donc vraiment, on est dans la grande culture occidentale qui réussit à unir toutes les cultures. Donc tout le recueil d'Harvey est pétri de ce fantasme d'une proximité humaine dans la culture qui sape la distance dans la nature. Ces nouvelles racontent donc moins la conquête de l'Ouest que l'abolition progressive de l'Ouest comme lointain, la constitution d'un continuum communautaire, planétaire, humain entre les lieux. Tristan Bonhomme marche pendant 40 ans, trompé par sa communauté qui voulait se débarrasser de lui. On ne peut plus se débarrasser de qui que ce soit quand le monde est devenu un grand ensemble. On ne peut plus être aveugle, on voit tout. Ce fantasme unitaire n'est évidemment pas nouveau, mais s'ancrant dans une pensée du progrès technique contre une valorisation du terroir et du régionalisme, cela explicite l'équation d'un repli traditionnel sur le territoire contre un progrès sans frontières. Autre manière de répéter la querelle importante au Québec entre les régionalistes et les exotistes. Et je rappelle ici que les régionalistes étaient ceux qui décrivaient le folklore d'ici, et les exotistes étaient ceux qui écrivaient comme les Français, c'est-à-dire qui écrivaient une culture universelle. J'aimerais maintenant analyser avec plus attention deux nouvelles. La première de François Hertel, L'âme à nu, et la seconde de Jean-Charles Harvey, Tu vivras 300 ans. Ça va me propulser dans ma conclusion. Donc, le récit d'une recherche ou d'une invention chez Hertel et chez Harvey organise discursivement dans les deux cas un rapport au progrès. Encore une fois, le progrès ici va être lié à un esprit de totalité. Chez Hertel, le progrès ultime consiste à lire les pensées. Chez Harvey, à vaincre la mort, à guérir toutes les maladies. Il faut d'abord s'arrêter sur le péritexte des nouvelles, ou plutôt sur la nature dévoilée des textes en marche. On a vu qu'Harvey termine volontiers ses nouvelles par une morale, une réflexion logique ou éthique qui donnera souvent l'impression que la fable ne visait à terme que ce syntagme démonstratif. Le récit devient alors le véhicule d'une idée. Chez Hertel, la fable est délaissée au profit de la féerie, une sorte de rêverie se met en branle, donnée comme rêverie, une sorte d'invention pour l'invention. Dans les deux cas, se lit bien le diagnostic célèbre que Maurice Renard traçait en 1928 à propos de ce qu'il nomme le roman d'hypothèse. Le roman d'hypothèse, écrit-il, a remplacé au XIXe siècle et au XXe siècle le conte philosophique. Il n'est pas défendu de s'imaginer que l'âme de Voltaire anime de nos jours notre grand Rossini et que celle de Swift a passé dans le corps de Wells. On comprend bien comment Harvey travaille maladroitement sur ce fond voltairien. Chez Hertel, les choses se passent un peu différemment. Le recueil est constitué d'une suite d'histoires racontées par Charles Lepic, des histoires que Charles Lepic raconte à Anatole Laplante, qui est son acolyte, façon conte de la Bécasse, disons. L'incipit de la nouvelle qui m'intéresse va en ce sens. Je viens, dit-il, vous conter l'aventure qui arrivera à Jacques Beauregard et ce qui s'ensuivra. Sachez, Anatole Laplante, que grâce à ce Beauregard que j'ai créé pour la circonstance, toute la science actuelle et toutes les relations sociales seront peut-être un jour bouleversées. Nous avons ici donc un futur féerique qui se fait plutôt conditionnel, en sorte d'il serait une fois, et prend alors la forme explicite, il me semble, de l'hypothèse. Un autre élément m'intéresse dans cet incipit. Jacques Beauregard. Son nom apporte, outre une réflexion sur la vue, le regard sur lequel je vais revenir, il évoque le commun, un Québécois de souche, dirait-on. On en apprendra bientôt qu'il est professeur à l'Université de Montréal. En comparaison, le savant de Tu vivras 300 ans de Jean-Charles Harvey, bien que donné de façon floue d'origine québécoise, se nomme Lazare Pernel. Il travaille à l'hôpital de Mégapolis et enseigne à l'université d'Eastman et est adulé dans toute l'Amérique. Le caractère singulier de Beauregard saute aux yeux.
québécois plutôt comme de l'Est, Eastmen, ou américain, ou judéo-chrétien, autant de termes qui désignent des grands ensembles auxquels est identifié Lazare Pernelle. Beauregard vit à Montréal et ses découvertes prennent racine à Montréal jusqu'à l'expérimentation finale que le savant entreprendra avec l'aide d'un collègue de l'Université Laval à Québec. Ce trait me semble travailler la nouvelle. Je vais l'analyser donc détail maintenant. L'invention se produit en 1965, donc 15 ans après la parution du livre. Déjà, les radios-téléviseurs étaient partout. Je cite le texte. En 1965, on pouvait suivre sur l'écran de l'appareil récepteur de TVSF les péripéties d'une partie de hockey, voir et entendre les réactions des joueurs et des spectateurs sans avoir à bouger de son fauteuil. Cette sorte d'ubiquité atteinte par l'humain, qui, de son point fixe, pouvait voir une foule d'événements et de scènes, sert à expliquer aussitôt, de façon confuse, mais aussitôt l'évolution de la radiesthésie, un phénomène qui aurait permis de comprendre la migration des oiseaux et le retour des pigeons voyageurs. Cela est lié à une théorie générale des fluides magnétiques qui nous est longuement décrite. Ces fluides, explique-t-on savamment, permettaient de conceptualiser pour la première fois la télépathie. La télépathie, qui est directement dans le sujet, puisque Beauregard veut créer une machine pour lire les pensées. Il suffisait, nous dit la narration, de transformer au sortir de l'appareil émetteur, dans l'espèce le corps humain, ces ondes humaines en ondes électriques. La genèse de l'invention prend racine dans des découvertes plus anciennes et appelle une certaine communauté scientifique. Ainsi de Walter Kilner et de ses découvertes sur l'aura, Jacques Chantraine et les champs vibratoires humains, et Casamali et le film cérébral parlant. Autant de jalons d'une évolution scientifique, au bout de laquelle se tient Jacques Beauregard, professeur en psychologie expérimentale à l'Université de Montréal, spécialiste de radiophysique, d'électroradiologie et de radiesthésie théorique. C'est de la jonction de ces apports savants, de ces sciences et proto-sciences, que vint la découverte de Beauregard. Je cite le texte. Il ne fallait pas chercher uniquement dans la matière pure. La physique ne saurait rendre compte à elle seule des phénomènes psychologiques. Les sciences exactes ont fait leur temps, comme sciences distinctes et indépendantes. Il faut les intégrer dans une synthèse, les amener à collaborer entre elles et avec les sciences moins exactes et plus fraternelles à l'homme, que sont les connaissances psychiques et psychologiques. Davantage que le capteur de pensée, Beauregard en fait invente cette nouvelle science, par plaque, dit-il, plus intuitive que déductive, ajoute-t-il, aux lois souples, précise-t-il, une science vitale, termine-t-il. Le mécanicisme est bien mort, lit-on, et seule une conception largement humaine des principes qui régissent le monde pourra satisfaire les inquiètes générations qui montent. On s'oppose alors au matérialisme et à l'abstractif jésuite. On s'appuie, par contre, sur les principes de saint Thomas. De là, on cherche à produire les iliations réflexes pour maîtriser la pensée d'une personne par ses forces internes exprimées par ses tensions vibratoires externes. De là, vous l'aurez compris, on questionne la quiddité quantitative. On voit la pensée traverser l'éther sidéral. Bref, pendant 4 pages, on jargonne comme ça, en perdant le lecteur avec des questions qui ne sont pas définies. Nous avons devant nous une invention scientifique d'une science nouvellement inventée pour l'occasion, et on emprunte alors le langage, le discours du savant pour en raconter les principes et la genèse. Loin de l'esprit mécanique de Harvey qui se contente généralement de décrire les bidules, nous voilà plongés dans les présupposés théoriques rendant l'invention possible. Cette présentation de la nouvelle science se fait dans l'enthousiasme. Elle paraît épiphanique même. Se vit alors un véritable fantasme d'unité entre tous les savoirs, sorte de cybernétique à la sauce néo-thomiste, pour le moins étonnante. Cette présentation de principes abscons se termine toutefois sur l'invention de Beauregard, sur le jour de l'expérimentation ultime qui permettra de lire les fluides magnétiques de la pensée humaine. Jacques Beauregard va télépenser. Son collègue, Anatole Bédard, se tient dans son bureau de Québec. Beauregard, depuis Montréal, s'approche de l'appareil et il écoute. Je cite la révélation qu'il frappe alors. Soudain, une brève illumination de toute la physionomie du savant. Il sentait penser Bédard. Puis, un silence, très long. Une immobilité surprenante règne sur la figure de Beauregard. Ses yeux se ferment, il pâlit, et tout à coup il se dresse et d'une voix effrayante, il s'écrie « Il n'est pas bon de connaître la pensée des hommes ». Donc, Beauregard alors devient fou, détruit sa machine et disparaît dans l'inconscience de la folie. Cette finale prométhéenne m'intéresse en ce qu'elle redouble un propos sous-jacent à toute la nouvelle, l'importance des frontières. Il y a en effet une volonté, qui apparaît aussi dans tous les livres d'Hertel, de souligner l'appartenance nationale des idées, des cultures, d'en qualifier le propre.
Beauregard est un Canadien-Français qui s'inspire des travaux d'un Français, d'un Italien, d'un Autrichien. Il appartient à un domaine, la psychologie, qui accueille d'autres domaines, tente de les rapailler en une seule science, certes, mais tout cela en s'enfonçant dans un jargon, en se détachant d'une référentialité, d'une concrétude. Le discours, le domaine, l'identité s'enferment dans leurs frontières discursives. Le progrès, tel que raconté par Hertel, tente de transgresser ces frontières en créant une métascience, en proposant un dispositif capable de traverser la ligne de la conscience humaine et de lire directement les pensées. Sauf que ces transgressions sont récusées au dénouement sur une base morale. Dans l'écriture même d'Hertel, ça ne prend pas une forme vraiment originale. Je répète un passage de la Révélation. Une immobilité surprenante règne sur la figure de Beauregard. Beauregard, ses yeux se ferment. Donc, le savoir obscurcit le sens dans le langage, et lorsqu'il atteint un concret technique, il menace l'humanité même. Cette nouvelle propose une forme plutôt commune d'anticipation. Gilbert Rotoy, dans un article récent, relevait d'ailleurs, parlant du sentiment de transcendance, que l'humanité cherche dans l'invention technique, que cela prend généralement, que cette recherche de transcendance prend généralement la forme en science-fiction de deux grandes catégories de mutants. Le cyborg, qui ne m'intéresse pas ici, et le mutant psy, doué de pouvoirs parapsychologiques, dont le plus courant est la télépathie. Ce télépathe, ajoute-toi, illustre plus volontiers une réaction négative à la technoscience qu'un projet de celle-ci. Il tend à renouer avec le spiritualisme et se développe dans un contexte romanesque, généralement technophobe, réactionnaire, où il est question des pouvoirs archaïques dont la civilisation aurait empêché l'épanouissement ou précipité le déclin. On a reconnu dans cette description commune le projet au cœur de la nouvelle d'Hertel. La science créée accueille la spiritualité. Elle sape la science dure des faits pour penser avec souplesse l'existence humaine. Mais voilà que cette contre-science donne moins naissance à une surpuissance magnifique qu'à une transgression prométhéenne. Exploitant jusqu'à la limite l'hypothèse préparée dès les premiers mots de la nouvelle, le Plic semble se récuser et préférer un peu d'ignorance à trop de savoir. Je terminerai ma communication par une très rapide présentation de Tu vivras 300 ans d'Harvey. Ça me servira de conclusion pour revenir sur la tension que j'ai voulu mettre en place. Cette nouvelle raconte la recherche de Lazare Pernel qui veut vaincre la mort. Il a déjà guéri la tuberculose et le cancer, mais voilà que le savant tombe malade et donc est menacé de mourir. La mort, la grande faucheuse, entre alors dans sa chambre. Vraiment littéralement, le personnage de la faucheuse vient prendre sa vie. Mais Pernel lance un défi à la mort. « Tu as eu peur de moi. J'aurais peut-être trouvé une formule pour prolonger la durée des hommes. Tu viens avant de voir reculer ton empire, » s'écrit-il. Mais la mort n'a peur de rien et accepte de laisser la vie sauve à Pernel. En fait, elle lui donne 300 ans. « Tu vivras 300 ans », dit-elle. Cette parole de la mort, toutefois, n'est pas performative. La faucheuse doit plutôt fournir au savant une trousse de sérum de diverses couleurs qu'il devra prendre 2 fois par année pour pouvoir être maintenu en vie. Donc une couleur pour le sang, une pour le cœur, pour les entrailles, les muscles, le cerveau, les os, les voies respiratoires, le foie et l'estomac, la peau, les nerfs, le système pileux et évidemment la force virile. On nous décrit tout ça en 2 pages bien denses. Pernel, donc, est assujetti à une médication pour le reste de sa vie. Mais riche de tout ce temps, Pernel soudain se désintéresse de la médecine. Il cherche les plus belles amantes, cherche les vraies beautés, celles qui, je cite le texte, unissent et universalisent. Il devient sculpteur plus délicat que Rodin ou Vuitton. Il égale Rembrandt par ses peintures. Comme Goethe, il écrit des chefs-d'œuvre qui s'adressent à l'éternité. Après 2 siècles de telle gaspille, il s'attaque à l'immortalité et très simplement tente par formule inductive de reproduire les sérums que la mort avait bien voulu lui donner. Une autre étrange union entre le mysticisme et la science. Sa recherche, plutôt que de faire naître les précieux filtres, fait étrangement apparaître la sphinge, qui lui répète l'énigme de Thèbes, au matin à 4 pattes, au midi à 2 pattes, au soir à 3 pattes. Bref, alors Pernel se met à comprendre la nécessité de la mortalité. Il voit dans le passage des générations un perfectionnement sans fin, dit-il, et c'est la fin de la nouvelle. Il se réjouissait à constater qu'on valait mieux aujourd'hui qu'hier et qu'on vaudra mieux demain qu'aujourd'hui. On aura compris que comme chez Hertel, le savant peut vaincre toutes les forces, mais la force morale, elle, veille. Mon constat final paraîtra peu original, mais sans doute on le doit en partie à mon corpus. Un peu évident, juché sur une sorte de premier degré, ce corpus invite un peu trop aisément à trouver ce que l'on cherche. Je postule 3 éléments que je vais soumettre quand même à la discussion.
D'abord, l'anticipation devient un vecteur de lecture de la littérature québécoise, notamment en regard de ces tensions connues et canonisées entre la région, qui est liée au passé, c'est le désir de Louis Aymon exprimé au début de notre communication, et l'universel vers le progrès du futur. Ici, c'est le désir qu'exprime Maria Chapdelaine. Ensuite, cette fenêtre de lecture que j'ai adoptée m'a permis de saisir des nœuds conflictuels propres à cette pratique anticipatoire, transformant d'une certaine manière les oppositions usitées entre le passé, futur, tradition, exotisme, ici, là-bas, en une opposition structurelle d'intérêt entre la partie et le tout. L'atome comme unicité, comme authenticité, contre l'ensemble, comme réunion, unification, universalisation. Ce nœud conflictuel, variation sur ce qu'André Bello nommait à propos de la culture québécoise, notre conflit quasi-anthropologique entre nature et culture, aurait dû permettre de lire une opposition idéologique structurelle entre Harvey, l'universalisant, et Hertel, le nationalisant. Il s'agit d'ailleurs du dernier élément que je postule. Ce que fait Hertel dans l'Homme à nu, c'est bien de transgresser des frontières. Le psy-mutant engendré par cette transgression témoigne alors de la nécessité de telles frontières, celle de l'unicité de l'individu, du respect des domaines. Il invite à ne pas porter son regard partout et tout le temps. Au contraire, chez Harvey, Pernelle, en tant que héros, veut ériger des frontières. Pour mieux dire, élever l'individu en somme, en tout. La vie de Pernelle, sans fin, se fait une sorte de culture en soi, une unicité qui devient exemplaire. C'est la conscience de cette glorification de l'individu qui amène Pernelle à abandonner sa quête de vie éternelle. Il réalise que l'individu n'est qu'un atome dans le grand ensemble humain, dans le grand mouvement des générations, enseignement qui lui vient directement de la Sphinge et de la mythologie grecque. Ainsi, Harvey propose bien un recueil païen, au sens où ses histoires se refusent à l'homogène, à l'endogénéité. Alors qu'Hertel, en bon jésuite, inscrit son énonciation dans la limite du dogme, dans un respect de la frontière. Une lecture anticipatoire des œuvres de ces auteurs permet de saisir ce que leurs hypothèses disent du progrès possible. Gilbert Rotoy notait bien, et je lui laisse les derniers mots, que l'humain est généralement inapte à se faire évoluer par la technologie. Au mieux, il aménage sa réalité. Les psychopharmacopées anticipatoires, comme en invente Beauregard et Pernelle, révèlent bien que les esprits, cerveaux humains ne peuvent accéder à l'absolu que par des automanipulations symboliques, grammaticales, sémantiques, qui constituent en même temps le seul type de progrès compatible avec l'humanité en tant qu'espèce essentiellement symbolique. Et j'aimerais ajouter, c'est ma finale quétaine, à la lumière de ces œuvres, que la gestion du symbolique appartient moins à la science qu'à la littérature. Merci.